habituée à parler des enfants devant les dermatos, mais aussi j'ai l'habitude de vous présenter des cas que nous partageons tous, la difficulté au quotidien. Donc, je suis professeure au CHU de Marrakech où on a une unité fonctionnelle de dermatopédiatrie. Et depuis 2009, on a dédié une consultation spécialisée à la dermatopédiatrie. Et depuis, on a beaucoup de cas que nous partageons avec nos amis pédiatres en discutant tous les jours. Et donc, là, je vais vous présenter l'aspect dermatologique de certains cas que vous voyez en néonatologie. Donc là, on m'a posé la question, on m'a demandé de présenter dermatose néonatale entre normale et anormale. Et donc, j'ai choisi pour vous, je ne vais pas essayer d'être exhaustif parce que beaucoup de choses en néonatologie sont très intéressantes. Donc, j'ai choisi quelques cas juste pour vous montrer le normal. Et puis, il y a des cas pour vous montrer aussi certaines anomalies auxquelles devrons-nous faire quelque chose, demander des explorations afin de dépister certaines maladies qui sont sévères, surtout en période néonatale. Donc, j'ai aucun conflit d'intérêt. Et donc, je vais commencer le premier cas, donc celui d'un nouveau-né à terme, vu à la première heure de vie. Et donc, bon état général, grossesse sans incident, examen clinique de la maman et du petit sans anomalie. Des hypothèses. Donc, c'est le vernix caseosa. Donc là, c'est très simple. Donc, c'est une membrane hydrolipidique qui est faite pour protéger en fait les kératinocytes fœtaux. Donc, il est composé de 80% d'eau, 10% des protéines et vraiment, il a une fonction de protection de la membrane cutanée pendant la vie in utero, mais aussi faciliter l'accouchement et l'hydratation cutanée. Et il faut savoir qu'il est synthétisé par les glandes sébacées fétales et il recouvre le fœtus pendant le dernier trimestre de gestation. Donc, il a un rôle hydratant anti-infectieux, mais qui participe aussi à la formation et la colonisation bactérienne. Donc, vu cette histoire de microbiome qui participe à plusieurs pathologies inflammatoires, notamment la dermatite atopique, mais aussi le psoriasis, et d'où l'intérêt de garder ce vernix caseosa. C'est pas la peine de le laver immédiatement après la naissance, de fait de cette colonisation et son impact dans la pathogénie de pas mal de maladies inflammatoires. Deuxième cas clinique, aussi un nouveau-né à terme, j'ai un devis et qui présente ces lésions que vous voyez. Je ne sais pas ce que c'est visible sur les photos, vous arrivez à voir? C'est une sorte de squame. Est-ce que c'est normal ou pas normal? Normal? Qu'est-ce que vous allez faire pour cet enfant? Rien. Donc là, c'est physiologique. C'est une desquamation cutanée habituelle dans les premiers mois de vie, plus marquée chez les enfants post-matures, vous savez ça. Et bien sûr, sur le plan cutané, ça donne l'impression d'une peau sèche de nouveau-né pour certains et la mettent sous le nom de xérose, mais c'est plutôt une desquamation cutanée, souvent chez les enfants post-matures parce qu'ils ont le vernix caseosa plus abondant. À différencier du peeling skin syndrome, donc c'est une pathologie génétique qui peut apparaître en néonatal avec bien sûr des lésions pareilles aux lésions qu'on a vues tout à l'heure. Et se voit, c'est une maladie de transmission autosomique récessive, il se voit à la petite enfance. Et bien sûr, c'est dû à un problème du stratum corneum et stratum granulosum responsable de ces desquamations pathologiques. Donc là, c'est un cas d'un peeling skin syndrome et qui se manifeste par une desquamation du visage en période néonatale. Bien sûr, à différencier des ectyoses d'apparition aussi néonatale avec une desquamation, on peut avoir une hyperkératinisation avec soit une forme de membrane collodionée, donc le bébé collodion, soit forme de kératome malin. Vraiment, c'est un aspect d'armure sur toute la peau avec plein de fissures, avec éclabion, ectropion. Et donc là, c'est des choses qui sont différentes de la desquamation habituelle et de l'intérêt de connaître la desquamation normale pour faire face à des anomalies qui vont être le signe initial d'une génodermatose. Troisième cas clinique est celui d'un petit nouveau-né à terme de 4 jours de vie, sans antécédents, et qui présente ces lésions. Je ne sais pas ce que vous arrivez à les voir. Est-ce que c'est des pustules? Est-ce que c'est des vésicules? Pustule, ça contient du pus. Est-ce que ça contient du pus? Non. Vésicule, ça contient un liquide clair. Ici. C'est transparent.
Donc là, c'est plutôt une vésicule. C'est pas un nodule, c'est pas une bulle. La taille, elle est différente. Et c'est pas des papules. Et c'est apparu pendant la période estivale. Des idées? Voilà, c'est une miliaire sidorale. Donc, c'est habituel, surtout dans notre climat de Marrakech, avec les périodes caniculaires. Les petits n'arriveront pas à supporter la chaleur. Ils vont se retrouver avec des lésions de miliaire. Quand c'est vraiment clair comme l'eau de robinet ou l'eau de rose, ça s'appelle la miliaire cristalline. Et quand c'est rouge, ça s'appelle la miliaire rouge. Dans certains ouvrages, vous allez trouver le mot sudamina aussi pour désigner cette entité. Là, un nouveau-né aussi qui présente les deux formes. On a la forme vésiculeuse, mais aussi on a des papules-pustules qui sont miliaires cristallines et miliaires rouges. Donc, pustule et vésicule. Donc, ça, très fréquent chez les nouveau-nés, surtout le premier mois de vie. Secondaire, une immaturité des structures cutanées. Ça peut se manifester par des lésions vésiculeuses qui donnent l'aspect d'une miliaire cristalline et qui est due à un obstacle, obstruction des canaux sudoraux en intracornée. C'est vraiment la localisation la plus fréquente, c'est les plis, le tronc, le front. Et si on a un doute, on peut faire un frottis pour éliminer les autres causes qu'on va voir, notamment l'absence d'iniosínophilie, l'absence de levure, pour bien sûr retenir le diagnostic. C'est très anodin, donc on peut juste prescrire des bains par des gels sur gras et bien sûr penser à rafraîchir l'enfant et à le déshabiller selon la température ambiante. La milieu rouge, donc ça donne une occlusion profonde du canal sudoral, ça donne des lésions papuleuses, ça reste toujours en intraépidermique et la topographie elle est similaire et surtout les périodes estivales chez les nouveau-nés trop couverts ou fibriles. Si on fait une biopsie, on ne va pas trouver de signes spécifiques. Passons au 5e cas clinique. Elle est née à terme, elle est vue au 3e jour de vie. Donc, bon état général, maman, aucun antécédent pathologique particulier, pas de syndrome fébrile, pas de lésion génitale, pas de leucorrhée, grossesse et accouchement sans anomalie. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit un érythème diffus qui apparaît 3e, 4e jour, donc c'est l'érythème toxique. Donc déjà, avec la lésion élémentaire, on s'oriente. Donc c'est un érythème toxique néonatal. C'est une terminologie qui vraiment n'a pas sa place parce que c'est pas toxique. C'est parce que avant on considérait que c'est l'élimination des toxines de la grossesse qui font apparaître cet érythème. C'est une dermatose transitoire, la plus commune et la plus anodine. Et donc on peut la trouver rarement chez les prématurés. Et généralement, ça démarre à G1, G2 de vie jusqu'à G4 de vie. Donc cliniquement, on a vu, c'est des macules érythémateuses petites avec une topographie sur le tronc, sur le visage. On peut avoir plusieurs lésions jusqu'à une centaine de lésions. Et l'agression spontanée est la règle 3 à 7 jours sans pigmentation résiduelle parce que il y a une autre dermatose qui laisse une pigmentation, on va la voir. Donc là, c'est des aspects d'érythème toxique néonatal. On peut avoir plusieurs lésions, on peut avoir juste l'érythème, on peut avoir l'érythème et la petite vésicule par-dessus. Généralement, si on fait un frottis pour éliminer les autres causes, pas de micro-organismes, pas de neutrophile, pas d'éosinophilie, on peut avoir une éosinophilie sanguine et il faut juste rassurer les parents comme quoi c'est une dermatose transitoire habituelle chez l'enfant. Donc là, les différentes caractéristiques résumées dans ce tableau. Donc au final, il faut rassurer et quand c'est typique sur le plan clinique et sur le plan chronologie d'apparition. Nous arrivons à un autre cas clinique. C'est aussi un nouveau-né à terme, accouchement par voie basse, 7 jours de vie, lésion pustuleuse, vésiculeuse, érythémateuse, mais qui laisse place à des plaques pigmentées. Regardez ici. C'est de la pigmentation. Voilà, donc là, on est plus dans la mélanose, pustulose néonatale transitoire. Elle est fréquente chez le phototype foncé par rapport au phototype clair. Dans notre contexte, on a beaucoup de cas. L'éthiopathogénie, il est inconnu. Si on fait un frottis, donc c'est un microbien, il n'y a pas de micro-organisme en cause. On peut avoir les localisations surtout visage et siège, donc c'est bipolaire. Et généralement, c'est des lésions vésiculeuses et pustuleuses sur une peau non érythémateuse à la différence de l'érythème toxique et ça peut laisser des macules pigmentées disparaissant dans 1 mois à 3 mois
après la naissance. Donc là, différentes formes cliniques de la mélanose pustuleuse transitoire. Si on peut faire un cétodiagnostic, c'est le frottement de toit de la lésion et on l'applique sur une lame. On va trouver des polynucléaires, polynucléophiles pour éliminer bien sûr une infection, pas de micro-organismes et bien sûr l'abstention thérapeutique justifiée par la résolution spontanée de cette pathologie. Un autre cas clinique, J8 de vie, aucune lésion extracutanée à part ces lésions que vous voyez sur le visage. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Lésions élémentaires, c'est des pustules. Donc, on est plus dans pustules et donc c'est plus dans la pustulose céphalique bénigne néonatale. Donc, c'est décrit récemment par l'équipe d'Arkentunji et donc c'est une prévalence qui est non précise. Aussi nommée pustulose néonatale à Malassezia furfure parce que le frottis peut montrer la présence de levures type Malassezia furfure à la 2e semaine de vie et se manifeste cliniquement par des papules, des pustules érythémateuses, initialement sur les joues, mais également éparses sur tout le visage. L'implication de Malassezia furfure qui colonise la peau du nouveau-né J3 de vie est une théorie du fait que la mise en évidence de ces levures dans le frottis et on peut bien sûr accélérer l'évolution qui est spontanée par la mise en route d'un antimycosique. Donc la différentes formes de pustulose céphalique bénigne néonatale. Et là, je montre ici juste la présence de levures dans le frottis à l'examen à l'hydroxyde de potassium. Donc, c'est des spores fongiques et des filaments chez un nouveau-né à J8 de vie. La différence entre la pustulose céphalique transitoire et la pustulose mélanique néonatale, ils ont des points communs. Ce sont deux affections bénignes. Ils touchent le nouveau-né et aucun traitement, sauf en cas de diagnostic ou des lésions surinfectées. Donc là, la différence, l'implication de Malassezia furfure dans la pustulose céphalique transitoire. La cause, elle est inconnue pour la pustulose mélanique néonatale. La résolution, elle est spontanée pour les deux. Et bien sûr, on peut associer un antifongique pour la première forme. Un autre cas clinique, nouveau-né de 20 jours, sexe féminin, présente ces lésions pustuleuses au niveau acral. Acropustuleuse, très bien. Donc, on est plus dans l'acropustuleuse infantile. C'est une forme qui est très rare, c'est vrai, mais il faut l'évoquer devant la présence de pustules au niveau acral, ça veut dire au niveau palmoplantaire et les dos des mains et des pieds. Donc, ils sont récidivantes. Ça peut aller de la période néonatale et s'étendre dans la première année de vie ou même plus. Et des fois, ça peut prendre du temps avant que se résoudre. Donc, le premier diagnostic différentiel de cette forme, c'est la gale parce qu'il prend un aspect acral aussi avec un aspect vésiculopustuleux acral et donc la gale qu'il faut éliminer avant de retenir cette forme inflammatoire. Nourrisson de sexe féminin, la maman nous rapporte que depuis l'âge de 2 semaines de vie, elle présente ces lésions. On a des papules, on a ça, c'est quoi la lésion? C'est des comédons, exactement. Donc, c'est une acné. Donc, quand on a le comédon, c'est celui qui signe l'acné. Et donc, on a des lésions comédoniennes rétentionnelles, évocatrices d'une acné. Et donc, pour certains ouvrages, vous allez trouver qu'on met tout dans le lot de l'acné néonatale, mais il y a la papulopustulose céphalique qui est fréquente. L'acné néonatale, elle est très rare. Et donc, ce sont deux affections différentes. Et donc, il faut faire la part des choses. Donc, l'acné, généralement, il est dû à plusieurs facteurs, notamment l'imprégnation par les hormones maternelles. Ça donne des papillopustules sur les visages avec des lésions rétentionnelles comédoniennes et qui vont se résoudre spontanément à l'âge de 2 ans. Et il faut noter chez les enfants qui vont présenter l'acné néonatale, ils vont faire plus que les autres une acné à l'adolescence. Donc là, juste pour vous montrer les comédons ici, donc là, c'est un grand enfant, juste pour vous montrer les lésions élémentaires comédoniennes qui sont vraiment un élément vraiment quasi spécifique de l'acné. Les autres causes, on peut avoir un syndrome d'ovaire polykystique chez les mamans
qui peut être la cause d'une acné néonatale, et on peut avoir aussi quelques cas de statuts hormonaux de parents et des enfants qui sont normaux alors que l'enfant a présenté une acné néonatale. Donc, il y a des raisons pour ça. Est-ce que c'est une activité androgénique physiologique de la zone réticulée surrénalienne qui a développé ou qui a un petit peu boosté les lésions acnéiques à côté de l'hyperplasie séborique qui se voit en période néonatale? Est-ce que c'est le sevrage en hormones maternelles qui pourrait induire une sécrétion d'androgènes surrénaliennes et gonadiques, mais aussi on peut penser aussi aux androgènes testiculaires vu la prédominance chez les garçons. Donc, les possibilités sont réduites du fait que la peau il est très fine chez un nouveau-né. Encore les traitements anticomédoniens, anti-acnéiques sont des traitements qui sont irritants et donc ça limite les choix thérapeutiques et donc on met rien. Donc, l'abstention thérapeutique est la règle vu l'évolution favorable spontanée. Donc là, juste un arbre décisionnel devant des pustules chez le nouveau-né. Est-ce que c'est des pustules qui sont localisées? Quand ils sont localisés au niveau de tête et cou, avec des comédons, c'est l'acné. Pas de comédons, on fait un frottis. Si on a des neutrophiles, c'est des pustules dans le cadre d'une acné débutante. Est-ce qu'on a du sport de Malassezia, donc on est plus dans la pustulocéphalique bénigne. Et puis, on a l'éosinophilie, avec à la coloration, la présence d'éosinophiles, on est plus dans la folliculite pustuleuse éosinophilique, c'est une entité très rare. Et puis, quand c'est localisé au niveau acral, l'acropustuleuse du nouveau-né, quand au niveau des zones fermées, des plis, donc quand on fait les colorations Gram, GMSA et potassium, on a quand c'est négatif, on pense à une miliaire sidorale. Quand gram positif, on va penser à l'impétigo. Quand on a des pseudofilaments de levure, on va penser à une infection candidosie. Quand on a des pustules chez un nouveau-né en bon état général, et donc on peut avoir aussi des lésions pustuleuses reposant sur une base érythémateuse et avec iosinophilie, on doit penser à l'érythème toxique néonatal. On a des pustules sans érythème, ils guérissent avec une pigmentation, donc on est plus dans la mélanose néonatale. Et on a des pustules acrales. Il faut bien sûr chercher la présence des parasites et surtout dans la gale. Un nouveau-né de 20 jours de sexe féminin et qui présente ces lésions, c'est une miliaire. C'est grain de mylium, c'est pas une miliaire, c'est plutôt grain de mylium. Et donc, ce sont des kystes blancs de petite taille. C'est une origine vraiment de l'unité pélocébacée et ça donne, c'est dû à une rétention superficielle de la kératine dans le derme superficiel avec l'aspect clinique des petites papules blanches. Le nombre peut varier, donc on peut avoir une dizaine, on peut avoir une vingtaine. Et si on fait une biopsie, c'est des kystes épidermiques superficiels remplis de kératine. Elles sont rares chez le prématuré et pas de prédominance de sexe ni d'ethnie. Donc, la raison pour laquelle ils surviennent avec une fréquence accrue pendant la période néonatale est inconnue et ça disparaît en quelques semaines à quelques mois après. On peut les enlever si les parents sont très demandeurs. Si on voit qu'on a beaucoup de nombre de grains de myliome et qu'ils continuent à apparaître et qui persistent dans la vie de l'enfant, il faut penser à deux grandes génodermatoses, l'hypotrichose de Marie-Ona et syndrome de Basex-Dubré. Ce sont des génodermatoses avec des troubles de la kératinisation et qui vont se manifester par des grains de myliome. On arrive à deux cas cliniques. En fait, ce sont deux enfants qui sont vus à G1 de vie pour des lésions de la muqueuse buccale. Le reste de l'examen clinique est sans anomalie. Pour le cas 1, le premier cas, et comment on les appelle? Les perles d'Epstein. Donc, c'est les perles d'Epstein pour que vous les reteniez. Donc, perles palais. Donc, c'est des lésions comme des petites inclusions blanchâtres, mais quand ils surviennent sur le palais, ça s'appelle les perles d'Epstein. Alors que ici, c'est les nodules de Bonn. Donc là, c'est des appellations, mais juste
pour décrire une entité. Donc, les perles d'Epstein et les nodules de Bonn sont deux types de kystes bénins présents chez le nouveau-né, localisés sur la cavité buccale, bien qu'ils se ressemblent et présentent des différences importantes au terme d'origine et de localisation. Donc, pour le premier, les perles d'Epstein, donc, ce sont des restes épithéliales de la fusion palatine, alors que les nodules de Bonn, ce sont des restes de glandes salivaires accessoires. Bien sûr, localisation de la première, c'est au niveau du palais, la deuxième au niveau des crêtes alvéolaires. Et l'aspect, c'est des petits kystes blancs jaunâtres et qui disparaissent spontanément. Donc là, l'évolution, juste une distinction nosologique, mais ça implique pas d'examen paraclinique particulier ni de comorbidité particulière. Donc là, chez les 80, donc chez 85, donc je peux empiéter sur la deuxième communication. Donc là, les 85% des nouveau-nés, ils présentent les perles d'Epstein et les nodules de Bonn. Donc, et vraiment, c'est des formes cliniques qui sont très habituelles et ça implique pas d'examen paraclinique. Donc, on a aussi des kystes du raphe médian périnéal et kystes du prépuce. Donc, c'est aussi fréquent. On arrive à un cas clinique un petit peu de la pathologie. On est plus dans tout ce qui est normal. Donc là, vous voyez, donc un nouveau-né par rang consanguin, grossesse mal suivie, accouchement par voie basse. Oui, j'ai entendu. Et présente des bulles de la muqueuse buccale et dystrophie inguinale. Et donc, c'est une aplasie cutanée congénitale associée à une épidermolyse bulleuse congénitale. L'évolution juste sur tue gras et pansement quotidien. Donc, on n'a pas fait de greffe ni aucun traitement. Donc, c'est une approche conservatrice qui a permis d'épidermiser ces pieds. Donc là, ça s'appelle le syndrome de Barth. C'est l'association d'une aplasie congénitale et bien sûr une épidermolyse bulleuse héréditaire associée à une dystrophie inguinale. Lésion kératosique néonatale chez une fillette. Et il présente d'une pigmentation linéaire sur les jambes. Très bien, donc là, on a fait une biopsie, on a typiquement l'aspect d'une incontinentia pigmentii. Donc, c'est une fillette qui n'avait pas le stade vésiculeux, pustuleux, linéaire en période néonatale, mais probablement c'est passé pendant la vie in utero. Et donc là, juste pour vous montrer un deuxième cas avec une lésion kératosique au niveau de la malléole. Et quand on l'examine, on trouve des traînées pigmentées sur les membres. Là, c'est une fillette en période néonatale avec une phase, le stade vésiculeux linéaire sur toute la peau. Donc là, juste pour vous dire, quand on a une suspicion d'incontinentia pigmentii, il faut faire un examen ophtalmo. Si on a de la vascularité rétinienne, à ce moment, il faut aller explorer une localisation d'une malformation cérébrale qui est souvent l'hypoplasie du corps calleux ou atrophie corticale et cérébelleuse. Donc là, il y a des critères majeurs et mineurs. Là, vous connaissez juste un bref rappel. Là, une fillette qui présente depuis 2 semaines ces lésions. Non, c'est juste, regardez ici. C'est des lignes pigmentaires transitoires du nouveau-né. Donc, c'est aussi une dermatose bénigne et il faut la connaître pour rassurer les parents. Et donc, généralement, ça régresse en 2 à 8 mois après la naissance. Lésions nodulaires inflammatoires. C'est ostéatonécrose. Donc, on voit le poids, 4 kilos, diabète gestationnel, souffrance néonatale. Et donc, là, c'est... Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut craindre? Très bien. Donc là, c'est une cétostéatonécrose. La biopsie, on fait toujours une biopsie pour ne pas passer, quand on voit des nodules chez nouveau-né, en biopsie pour ne pas passer à côté de pathologies autres. Et là, il faut toujours faire ce bilan avec une surveillance hebdomadaire de la calcémie clinique et biologique. Les facteurs, il y a des facteurs du nouveau-né, du facteur maternel. Donc, c'est surtout l'hypoxie, la macrosomie, le diabète gestationnel. Et bien sûr, ça donne un aspect d'une hypodermite clinique et histologique. Et l'évolution généralement spontanément favorable. Le risque, c'est l'hypercalcémie sévère qu'il faut guetter et qu'il faut bien sûr la traiter. Nouveau-né, J5 de vie. Hémangiome. L'hémangiome, quel type?
L'hémangiome infantile n'apparaît pas en néonatal, n'apparaît pas à la naissance. Il y a l'intervalle libre. Non. Oui, un riche. Très bien. Donc là, je vous montre. On a raisonné. On a des nodules vraiment sous-cutanés. Donc juste, on a palpé pour vous montrer la taille de la lésion. Et donc, c'est infiltré. Quand on voit un nodule néonatal en biopsie, parce qu'on a peur de passer à côté d'une cause tumorale. Et donc, on a fait quand même la biopsie. Donc, il faut évoquer les tumeurs malignes, les métastases cutanées, l'hémangiome congénital, xanthogranulome juvénile congénital. Donc là, c'est des diagnostics à quoi on a pensé. Et puis, la dermoscopie qui nous a orienté vers le caractère vasculaire. On voit l'aspect bleuté, on voit quelques vaisseaux en sous-cutané. Et puis, on a fait l'écho des parties molles qui nous a parlé d'une formation hypoécogène avec de la vascularisation, ce qui nous a un petit peu orienté. On a fait quand même la biopsie et c'était en faveur d'hémangiome congénital. Que faire quand on a le diagnostic d'un hémangiome congénital? Traité par quoi? Non. C'est pas le genre d'hémangiome, c'est juste une appellation, mais ça se traite jamais par l'avlocardil ou par le propanolol. Donc l'hémangiome congénital, quand on non, je vous explique. Dans l'hémangiome congénital, il y a 2 ou 3 catégories. Il y a ceux qui vont régresser, il y a ceux qui vont pas régresser, il y a ceux qui vont partiellement régresser. Donc, c'est l'évolution. On va surveiller pour voir. Donc, ce cas est là rapidement régressé et donc ça s'appelle les riches, donc rapidly involuting hemangioma. Et puis, on a ceux qui vont pas régresser. À ce moment, c'est la chirurgie. Il n'y a pas d'autres médicaments qui va les traiter. C'est faux chirurgie parce que c'est des vaisseaux qui sont importants. Ils vont s'ulcérer, ils vont saigner. C'est des enfants qui font des saignements foudroyants, catastrophiques. Et donc, il faut aller chercher soit par une chirurgie d'exérèse, soit par l'embolisation. Donc, selon la présence d'un radiologiste interventionnel à côté. Donc là, on a fait une surveillance et donc on a une régression. Regardez, l'enfant à l'âge de 6 mois, la lésion a régressé. Et donc, c'était au départ comme ça, donc à gauche, et puis à droite. Donc, la lésion, il a régressé. Donc là, on a conclu que c'est un riche. Donc, juste pour vous dire, on n'a que trois catégories. On a ceux qui vont pas régresser ou ceux qui vont partiellement régresser et ceux qui vont rapidement régresser. Et donc, l'intérêt de surveiller l'évolution. Dans ce cas, donc, c'est un riche à la naissance. Regardez comment ça a évolué à 7 jours. Et donc, là, sans séquelles. Donc, on voit que c'est rapidement régressif. Ça, c'est à quelques jours de vie. Donc, ça a rapidement régressé. Et là, on voit aussi d'autres cas de hémangiomes qui vont rapidement régresser. Nouveau-né de sexe féminin, J5 de vie, lésion néonatale. Vous allez faire quoi? On a biopsie, parce que c'est dur. Et on a vu, c'est vrai, il y a des vaisseaux, mais quand même, on peut faire de la biopsie. Et donc, on a fait quand même la TDM. Donc, c'est une masse tissulaire, centrée, soufflant, le deuxième métacarpe, ésodense, mais on n'a pas encore de diagnostic. Et donc, on a trouvé une prolifération tumorale à cellules fusiformes. Voilà, c'est un rhabdomyosarcome, antidysmine et antimyogénine. Et donc, c'est à cellules fusiformes stade 3. Avec adénopathie axillaire, pas de métastase viscérale. Donc, on a amputé et puis on a passé la petite à l'oncopédiatre pour une chirurgie. Et donc, exactement, le diagnostic est le même sur la pièce d'amputation. La petite est décédée dans les complications de la chimiothérapie. Oui, toute petite. Un autre cas clinique, j'ai 20 de vie et qui présente cette masse. Qu'est-ce que vous impressionne dans cette masse? La coloration, très bien. La coloration, c'est orangé, très bien. Et donc, c'est une couleur un petit peu qu'on croyait que la maman a appliqué de la bétadine, mais on a poussé l'interrogatoire, pas de bétadine. Donc, c'est vraiment jaune, orangé. Et donc, on est resté sur ça. On a fait la dermoscopie. On a trouvé des signes caractéristiques. C'est celui de coucher de soleil. Donc là, un aspect avec des airs jaunes, orangés, avec des vaisseaux en point.
et l'aspect en coucher de soleil, très caractéristique de xanthogranulome juvénile, et c'est une forme géante et congénitale. Donc, le signe de la fibre, ça veut dire qu'il y a des fibres textiles sur la lésion, ça veut dire que la lésion est ulcérée. Et donc, on a fait la biopsie, on a confirmé que c'est un xanthogranulome juvénile congénital. Donc, on a fait un bilan, parce que quand on a des formes xanthogranulome juvénile multiples, le risque, c'est quoi? Vous avez un enfant qui fait 5 xanthogranulomes juvéniles. C'est surtout l'atteinte ophtalmologique. Parce qu'il y a une atteinte ophtalmologique très sévère, il faut la guetter. Surtout chez un nourrisson, il faut faire un examen ophtalmo tous les 6 mois, jusqu'à ce qu'il boucle les 24 mois, parce que le risque d'atteinte ophtalmologique, mais aussi il faut chercher des autres localisations, parce que là, on est dans les histiocytoses non longueur anciennes. Donc, le xanthogranulome fait partie de ces formes-là. Et donc, il y a des cas dans la littérature d'une localisation hépatique avec un xanthogranulome géant. Donc là, l'évolution. Ami, il te reste 10 minutes pour les fesses rouges. Je vais le faire rapidement. Parce qu'on m'a dit 30 minutes pour chacune des. Donc, je vais faire rapidement. Donc là, juste l'évolution, juste par surveillance. Donc là, on n'a rien fait. Donc, juste la surveillance après 1 mois, après 2 mois. Donc, on voit que tout est en train d'involuer spontanément. Donc là, juste pour vous montrer notre équipe au CHU et vous inviter au congrès maghrébin qui se tiendra le 23-24 en dermatopédiatrie à l'hôtel Savoy. Donc je vais passer à la deuxième communication. S'il vous plaît, la régie, pouvez me faire